Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Univers théâtral. Collection dirigée par Anne-Marie Green. On parle souvent de crise de théâtre. Pourtant le théâtre est un secteur culturel contemporain vivant qui provoque interrogation et réflexion. La collection Univers théâtral est créée pour donner la parole à tous ceux qui produisent des études tant d'analyse que de synthèse concernant le domaine théâtral. Ainsi la collection Univers théâtral entend proposer un panorama de la recherche actuelle et promouvoir la diversité des approches et des méthodes. Les lecteurs pourront cerner au plus près les différents aspects qui construisent l'ensemble des faits théâtraux contemporains ou historiquement marqués. Dernière parution. Françoise Quillet, Le théâtre s'écrit aussi en Asie, Inde, Chine, Japon, 2011. Salah El-Gharbi, Yasmina Reza ou Le théâtre des paradoxes, 2010. Marjorie Cheneux, Les figures géométriques et arithmétiques dans le théâtre d'Eugène Ionesco, 2009. Jean Verdeil, L'acteur et son public. Petite histoire d'une étrange relation, 2009. Stina Palm, Bernard-Marie Coltès vers une éthique de l'imagination, 2009. Romuald Ferret, Théâtre et pouvoir au XIXe siècle. L'exemple de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne, 2009. Johannes Landis, Le théâtre d'Henri Bernstein, 2009. Daniela Pellin, Le théâtre des nations, une aventure théâtrale à redécouvrir, 2009. Isabelle Barbris, Philippe Adrien, Un théâtre du rêve éveillé, 2009. Colette de Rigny, Jean-Paul Faré. Le monde burlesque d'un homme de théâtre, 2008. Maurice Abeytebeoul, Dame de cœur et femme de tête. La femme dans le théâtre de William Shakespeare, 2008. Isabelle Cata, Le Siddhartha de Victor Ségalen, 2008. Stéphanette Vandeville, The Living Theatre. De la toile à la scène. 1945 à 1985, 2007. Céline Morettimaqua, L'apogée du masque au XVVVIe siècle ou la Sérénissime masquée, 2007. Avant-propos. La publication si tardive de cette thèse de doctorat en études théâtrales, dirigée par Jean-Pierre Ringart et soutenue en janvier 2003 à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, mérite quelques éclaircissements. Ce délai s'explique sans doute par la difficulté de laisser les mots vivre leur vie, d'accepter de les défaire de soi, de voir une page se tourner. Or cette manière de concevoir le rapport à la parole guide le chemin de ce travail, qui définit le monologue à la fois comme un espace de mise à l'épreuve de la relation à l'autre, et comme le lieu d'interrogation du lien qui se noue et se distend entre l'humain et lui-même. Ce lui-même, déjà difficilement saisissable dans la vie courante, est rendu particulièrement retorse lorsqu'il se double d'une identité de fiction. Cet ouvrage explore ainsi cette dramaturgie de la frontière que propose la pièce monologuée, et la figure spectrale qui y prend la parole. Je remercie aujourd'hui vivement Geneviève Joly pour sa relecture attentive qui a conduit à cette version remaniée de la thèse initiale. Ma reconnaissance va également à l'équipe de recherche Texte et Culture, qui a soutenu cette publication et plus précisément son directeur Francis Marcoing. Si je citais à l'époque de ma soutenance tous ceux qui avaient permis que cette étude s'achève, je remercie aussi aujourd'hui tous ceux qui font mon quotidien au sein de l'Université d'Artois où je travaille depuis 2003, collègues enseignants, administratifs et bien sûr ceux qui donnent du sens à l'écriture et à la transmission des mots, mes étudiants en art du spectacle. Je dédie cet ouvrage à ma famille. Absence. Tout épisode de langage qui met en scène l'absence de l'objet aimé, quelle qu'en soit la cause et la durée, et tente à transformer cette absence en épreuve d'abandon. 1. Roland Barthes. Introduction. Henri des histoires, des années d'histoire tout seul, ça allait, puis le besoin soudain d'un autre, à côté de moi, n'importe qui, un étranger, à qui parler, imaginer qu'il m'entend, des années de ça, puis maintenant d'un autre qui m'aurait connu autrefois, n'importe qui à côté de moi, imaginer qu'il m'entend ce que je suis devenu d'eux. Ada. Tu l'as eu à l'usure sans doute. Un temps. Tu l'as eu à l'usure vivant, et tu l'auras à l'usure mort. Un temps. Le moment vient où il n'est vraiment plus possible de te parler. Un temps. Le moment viendra où personne ne te parlera plus, même les inconnus. Un temps.
Tu seras seul au monde avec ta voix. Il n'y aura pas d'autre voix au monde que la tienne. Un temps. Tu m'entends 3 ? Samuel Beckett. Longtemps considéré comme une forme mineure, le monologue est devenu l'objet d'une attention accrue de la part des auteurs de théâtre, qui lui octroient une place essentielle au sein d'une dramaturgie encore intersubjective, ou lui délèguent entièrement le drame 4. En 1980, Bernard Dor annonce « Le temps du dialogue, avec sa rassurante illusion d'imprimer à l'action un mouvement réel, 5, est bel et bien passé. Celui des monologues est venu, 6. » Cette remarque souligne combien la multiplication des monologues est manifeste à cette période. Il devient intéressant alors de circonscrire un ensemble de formes diverses qui ne trouvent leur point commun que dans la solitude du corps de l'acteur. Cette démarche est déjà celle d'Anne-Françoise Benamou, lorsqu'elle évoque l'acteur mis à nu par le regard direct sur lui du public, un regard enfin libéré, peut-être, de la pudeur et de la discrétion que lui impose le détour par le dialogue. 7. Son approche a conduit à une interrogation plus fondamentale, celle qui lie l'acteur et le spectateur. Notre propre désir est de mieux saisir cette relation, de mieux comprendre cette forme qui interroge le théâtre parce qu'elle n'est pas dialogue. Nous souhaitons savoir en particulier s'il existe un temps pour le monologue, ou si celui-ci ne cesse de revenir au devant de la scène, de manière récurrente au cours de l'histoire et sollicité de manière spécifique. Nous pouvons aussi sonder cette forme de libération suscitée par le monologue, qui joue d'une relation directe avec ceux qui l'écoutent et l'observent. En fait, le monologue est une figure protéiforme qui recouvre une réalité littéraire complexe. Ce terme générique est utilisé pour désigner toute une gamme qui s'étend des sketchs des humoristes, aux pièces où un personnage semble se refermer totalement sur lui-même. Ces diverses formes ont pour point commun de mettre en scène un personnage seul. La représentation de la solitude, dans sa dimension universelle, peut octroyer au monologue la possibilité, non seulement de refléter les époques, mais aussi l'homme dans son intimité ou comme écho du monde 8. Elle rapproche le monologue du monde contemporain, caractérisé lui aussi par l'individualisation. En effet, le fait de placer au centre du dispositif théâtral l'individu peut être perçu comme le reflet, au niveau dramaturgique, des analyses de la société postmoderne effectuées par les sociologues. Le bilan sociologique opéré par Gilles Lipovetsky 9, à la charnière des années 1980 à 1990 semble, au tournant du siècle, se confirmer sur de nombreux points, et notamment sur l'idée d'une individualisation croissante de la société, qui résulte de l'épuisement progressif de l'élan moderniste vers l'avenir. La société ne se fédérant plus derrière un projet historique mobilisateur, l'individu se tourne vers ses problèmes intimes et les exprime. Cette remarque confirme la possibilité d'envisager dans le monologue théâtral un reflet du monde postmoderne tel que cet auteur le caractérise. L'âge moderne était tenté par la production et la révolution, l'âge postmoderne l'est par l'information et l'expression. 10. L'analyse sociologique va plus loin puisqu'elle permet de souligner combien l'expression de l'individuel entraîne l'affaiblissement de la capacité à jouer le jeu social. Le narcissisme oscille alors entre l'expression des émotions et un renfermement sur soi, qui s'apparente à un repli stratégique pour éviter le débordement possible et la rencontre. À force de révéler ses motivations intimes, l'individu qui s'exprime ne maintient plus la distance nécessaire pour respecter la vie privée des autres. Certes, il s'intéresse encore au monde, mais la multitude d'informations qui lui provient chasse toute émotion durable. Le désespoir ou le sentiment d'absurdité ne domine plus, c'est l'apathie de masse qui se généralise, la douce indifférence. Le rapprochement entre le modèle réel et le monologue théâtral ouvre donc des perspectives intéressantes, dans la mesure où les textes monologués sont susceptibles d'offrir le reflet d'un comportement général de la fin du siècle. Sans toujours recourir à une tentation naturaliste, les auteurs du théâtre contemporain puisent dans le réel. Car le détour que nous venons de réaliser nous ramène à deux dimensions majeures, celle du rapport à l'autre et celle de l'action. Comment ces deux dimensions sont-elles prises en compte dans le monologue ? La première constitue notre thèse. Notre titre, L'altérité absente ? Pose la question de la présence de l'autre dans le monologue. Dans le refus du jeu social, tel que le monologue le met en scène, l'autre occupe-t-il encore une place ? Si l'autre disparaît ou est mis à distance,
c'est peut-être pour mieux réapparaître par sa présence au cœur du même. La solitude serait le lieu d'expression du rapport à l'autre, mais un rapport fantasmé. Dès lors, l'interrogation se déplace. Au lieu de creuser l'identité de celui qui s'exprime, elle vise à entrevoir la place de l'autre et à identifier comment la construction du personnage est réciproque. La délimitation de la présence de l'autre sera le moyen de dessiner les contours de l'un. Ainsi, même si le monologue met en scène un individu seul, il y a déjà de l'autre dans sa parole. Si l'étude de la dimension dialogique de la parole a déjà fait l'objet d'un certain nombre de travaux, son observation dans le cadre spécifique du monologue est plus rare. Le théâtre est un lieu d'interrogation particulier de la relation à l'autre car l'autre est toujours présent concrètement, à travers le public. Mais le théâtre opère une dénégation et joue de la relation paradoxale entretenue entre le spectateur et l'acteur qui monologue. En effet, tandis que dans la vie courante, le monologue est considéré comme un acte déviant, le spectateur ne s'étonne pas de voir quelqu'un monologuer au théâtre parce qu'une longue tradition littéraire a fait du monologue une convention théâtrale, une forme de discours possible. Sur scène, le monologue est reconnu, accepté. Il n'est plus une rencontre inopinée, dont l'observateur, gêné par la parole de celui qui semble ne s'adresser à personne, veut se détacher. Il est une confrontation, circonscrite dans un temps et un espace délimités, entre un spectateur et une représentation. Une confrontation ou une attirance car le monologue lie le spectateur de manière plus intime. Ce dernier sauve de la solitude celui qui s'exprime en devenant un substitut de la présence recherchée ou fuit. Or, la frontière invisible qui sépare celui qui parle de ceux qui l'écoutent est devenue fortement perméable. L'adresse qui perce ce voile translucide peut jouer de la frontalité, en convoquant une prise de position idéologique, comme on peut l'observer chez Bertolt Brecht. Elle peut favoriser l'identification, en gardant intacte l'illusion d'un monde clos ou encore, de manière plus ambivalente, s'adresser au sens et demander une forme de coopération. Dans tous les cas, elle invite à interroger la mise en œuvre d'une démarche esthétique. Car malgré ses formes les plus diverses, le monologue, parce qu'il questionne le fondement même du théâtre, à savoir la relation acteur-spectateur et de la manière la plus radicale qui soit dans la confrontation de l'un au multiple et sans doute de l'un à l'unique, dans ce qu'elle a de plus intime, touche au cœur de la théâtralité. Malgré son intérêt majeur dans l'étude du drame, le monologue a toujours été considéré en contrepoint du dialogue. Son analyse a porté pendant longtemps sur sa forme classique au sein du drame dialogué, où il avait ses caractéristiques propres comme elles sont mentionnées dans les études de Jacques Scherer 11, Pierre Lartoma 12, ou plus récemment, Arnaud Rickner 13 qui s'est interrogé sur cette forme sous l'angle paradoxal de la place du silence dans le drame, le monologue donnant bien sûr l'image d'une saturation de la parole. L'attention s'est portée davantage sur le monologue à partir des années 1980, avec le travail de Jean-Pierre Sarrazac 14 qui interroge la question du drame dans le théâtre contemporain. Le concept de rhapsodisation qu'il développe caractérise des écritures hybrides qui mêlent les modes dramatiques, épiques et lyriques, et font entendre une voix à la fois narratrice et questionnante. Ce concept dynamique rend compte d'écritures diverses, mais toujours caractérisées par une forme d'hétérogénéité constitutive. Le monologue met en scène non plus un personnage agissant mais se remémorant, un témoin de sa propre vie. Cette interrogation trouve un prolongement chez Joseph Danan 15, lorsqu'il étudie l'adaptation du monologue intérieur au théâtre et s'intéresse au monologue comme lieu possible d'une expression d'une intériorité, faisant notamment une étude très détaillée de certaines techniques et notamment celle du montage. Le travail de Joseph Danan s'achève sur la radicalité de l'œuvre de Samuel Beckett, tandis que nous cherchons à mieux saisir le monologue dans la période qui suit. Mais il nous faut nous positionner par rapport à ces diverses approches et notamment en centrant notre attention sur la pièce entièrement constituée d'un monologue que nous appellerons la pièce monologuée contemporaine. La question du drame, telle qu'elle est abordée par ses auteurs, s'inscrit dans le prolongement de l'étude menée par Peter Zondisez qui affirme l'historicité des formes, en analysant la tension interne entre une forme héritée et un contenu qui ne s'y adapte plus, ce qui lui permet d'étudier les textes à partir d'une différence, d'un écart entre une affirmation préalable et un dépassement. Cherchant quelque chose de plus large, sans doute de plus universel, il s'appuie sur l'approche théorique d'une forme.
Dans cette optique, notre recherche porte sur une forme et tente de dépasser ce cadre initial, afin de dégager des éléments qui déterminent le drame en son sein. L'analyse de la pièce monologuée implique à la fois de déterminer ses caractéristiques spécifiques, et voir dans quelle mesure elle poursuit sa métamorphose, pour continuer son adéquation au contenu qu'elle véhicule. Toutefois, une difficulté surgit car Peter Zondy rappelle que le drame de l'époque moderne apparaît à la Renaissance parce que l'homme voulait se saisir et se refléter par la seule reproduction des relations interhumaines. 17. En s'ouvrant au monde des autres, l'homme s'apprend dans la relation intersubjective et notamment par le dialogue. Au fur et à mesure de l'affaiblissement de la forme du drame, le monologue a acquis une place différente. Les dialogues se sont vidés de leur contenu, et tout en gardant la forme de l'alternance, se sont dotés d'une portée monologique. Dès lors, quelle est la nature du drame qui s'élabore dans une pièce entièrement monologuée ? Comment le monologue porte-t-il la théâtralité qui résidait dans l'échange, dans une relation duale, dans le mouvement de l'un vers l'autre ? La pièce monologuée contemporaine, parce qu'elle centralise les enjeux qui se trouvaient jusqu'alors dans une relation bipolaire, joue des possibilités du dialogisme. Néanmoins, cette capacité de théâtralisation de la parole par le dialogisme n'est pas récente. Notre intérêt pour le monologue tient dans sa capacité à offrir un point d'ancrage pour une réflexion sur les constituants du drame aujourd'hui, mais il nous importe peut-être davantage encore parce que cette forme rejoint des formes plus anciennes. Françoise Dubord 18, dans son travail sur le monologue à la fin du XIXe siècle, a déjà circonscrit les enjeux du monologue autonome, en identifiant celui-ci comme le reflet d'une époque charnière. Il peut alors être interrogé comme la décadence d'un genre dominant, ou comme le lieu de résistance d'une forme. Dans son analyse, Françoise Dubord établit un parallèle entre le monologue, tel que Charles Kraus l'a développé, et le vaudeville. La détermination de certains critères d'étude à travers l'histoire du monologue dans le théâtre trouve-t-il une validité dans la pièce monologuée aujourd'hui ? Ou celle-ci se détache-t-elle radicalement du monologue intégré dans une dramaturgie intersubjective ? Notre objet d'étude est donc la pièce monologuée contemporaine de la fin des années 1970 au début du XXIe siècle, dans le théâtre français ou d'expression française. Nous optons pour une période délimitée qui s'inscrit, comme le travail de Françoise Dubord, dans une époque charnière fin de siècle où la vague des pièces monologuées devient une déferlante. Nous cherchons à appréhender celle-ci grâce à un corpus de textes large en nombre, une soixantaine de pièces, mais restrictif en genre car il s'attache seulement au texte à un personnage écrit pour le théâtre. Après avoir étudié le catalogue de Théâtrale l'Association, 19, nous avons pensé qu'il méritait toute notre attention et qu'il pouvait faire l'objet d'une recherche spécifique. En effet, cette association rassemble des manuscrits et des pièces éditées que le comité de lecture sélectionne. Celui-ci reçoit chaque année plus d'1 millier de textes. Il joue un double rôle, il répond aux auteurs. Ceux-ci reçoivent, pour chaque texte envoyé, un avis dans un délai de 3 mois. Il définit par ses choix le contenu d'un répertoire qui se veut l'écho des dramaturgies actuelles, 20. Rapidement, notre intérêt s'est porté sur les pièces les plus récentes jusqu'à celles de l'année 2000. Or, nous voudrions préciser certaines limites dont nous avons conscience et qui sont liées à ce choix. Ce corpus est issu d'un choix opéré par un comité de lecture. Celui-ci est constitué d'une quinzaine de personnes. Un noyau persiste, depuis une dizaine d'années, autour duquel certaines personnes viennent s'adjoindre pour un temps donné. Les choix opérés émanent donc de l'avis commun d'une somme de subjectivité. Nous ignorons bien sûr les critères de sélection de ces textes. Nous savons que les critères d'un comité de lecture sont souvent inavouables, car ils s'élaborent sur la durée d'une mise en commun de lecture critique. La principale richesse de ce panel de lecteurs résidant dans la variété des pratiques représentées qui offrent des regards croisés sur l'œuvre. Acteurs, metteurs en scène, auteurs, traducteurs, critiques, directeurs de collection. Ces textes ont la particularité d'avoir passé la sélection de ces multiples lectures. Bien sûr, certaines pièces ont été éditées et jouées car l'un va rarement sans l'autre aujourd'hui. Mais d'autres textes sont retenus sans avoir été jamais montés, puisque la mission de l'association consiste à mettre en relation les auteurs contemporains et les metteurs en scène qui souhaitent accéder à un répertoire original. Parmi ces textes, nous avons choisi ceux d'expression française.
Le corpus est extrêmement disparate et tous les styles se rencontrent. Des textes d'inspiration naturaliste qui reprennent une structure proche du drame traditionnel, d'autres qui ne parviennent pas à se détacher de l'influence de Samuel Beckett. Nous prenons le risque de les faire se rejoindre, parce qu'ils ont la particularité d'être écrits dans la période que nous avons délimitée. Nous avons donc restreint ce corpus à des textes qui révèlent de prime abord un geste d'écriture, qui d'une manière ou d'une autre ont pensé le texte pour la scène ou contre la scène, mais dans tous les cas ont l'idée d'une profération. Ce choix écarte un bon nombre d'auteurs qui écrivent un matériau sans le penser dans un rapport à la scène. Ce choix peut laisser entendre que ce corpus n'est pas représentatif du théâtre contemporain dans son ensemble. Il nous importe non pas de dessiner une tendance du théâtre contemporain vers le monologue, mais plutôt, dans le cadre restreint de notre corpus ainsi balisé, de repérer des fils qui permettent de jeter des ponts vers la même forme dans d'autres époques. Plus tard, ces caractéristiques pourront peut-être faire écho aux pièces monologuées et aux formes hybrides du théâtre contemporain. Pour l'heure, c'est le terrain d'étude que nous proposons d'arpenter. Nous aurions pu étudier le monologue inscrit dans une relation intersubjective, c'est-à-dire le moment où le personnage fait le choix de s'isoler, ou se trouve isolé temporairement du groupe. Mais il paraît important de nous consacrer au monologue, quand il n'occupe pas la scène de manière provisoire, mais concentre les enjeux du drame. Dans une pièce dialoguée, le monologue reste une parole dépositaire de sentiments, d'informations ou le moyen de se délester du drame qui subsiste et donc le moment de l'abandon de la parole. À l'inverse, et c'est en ce sens qu'il faut entendre notre argument de concentration du drame dans la pièce monologuée contemporaine, dans le monologue autonome, le ressort de la prise de parole du personnage n'est pas de la même nature. Nous opérons un travail transversal au risque de mêler des esthétiques diverses. Nous prenons ces textes comme un ensemble hétérogène, où nous cherchons à relever des constantes. Il s'agit de trouver à travers l'étude du monologue dans le théâtre contemporain non pas une cohérence, une typologie, mais plutôt des points de fuite, des ressemblances, des parentés, un carrefour où se profilent des lignes d'une carte du tendre du théâtre actuel. Bien sûr, la proximité historique des auteurs choisis ne nous permet pas de savoir comment l'utilisation du monologue évoluera dans leurs œuvres. Notre travail se décompose en plusieurs temps. D'abord, nous tentons de définir les fonctions du monologue qui, variant au cours des siècles, offrent le reflet d'une vision de l'homme puisque forme privilégiée du regard subjectif. Le monologue semble approcher au plus près la parole dans son caractère immanent, l'homme dans son intimité et la pensée quand elle devient formulation. Il s'agit alors de découvrir ou de redécouvrir les transformations du monologue à travers les âges, les effets qu'il a pu engendrer, comprendre enfin les raisons de sa persistance dans l'écriture d'aujourd'hui. Ensuite, nous précisons la relation au public qui se joue dans le monologue, ce moment où la théâtralité vacille dans l'indétermination de l'adresse. Lorsque le personnage se tourne vers la salle, où se situe la limite du théâtre, qui décide encore. Pour un temps, le spectateur est invité à éprouver sa place en tant que participant au jeu. Car si la question de l'adresse au public dans une pièce dialoguée fait vaciller pour un temps la relation mise en place, et interpelle d'une manière bien particulière le spectateur, et cela quelle que soit l'esthétique choisie, cet effet de contrepoint n'est plus opérant dans une pièce entièrement monologuée. Le monologue maintient pour un temps plus long ce que l'effet contrapontique localisait. Comment alors maintenir ce vacillement ? Par ailleurs, lorsque le personnage monologue, il donne à entendre au spectateur une parole décomposable en différentes strates, intégrant le discours de personnages absents. D'autres paroles surgissent comme si l'individu dans sa solitude était harcelé sans cesse par des rencontres, des dialogues ou des actions antérieures. Ainsi la marque du passé s'imprime dans le discours de celui qui parle au présent dans l'espace de la scène. Sa parole porte une dimension épique, elle rapporte des faits et des propos mais aussi lyriques. Le discours du personnage diffuse des informations d'ordre subjectif. Ces différents éléments s'articulent autour de points de tension interne du discours. Tension d'un dialogue avec soi-même ou un absent, tension de l'appel à l'autre, commentaire de ce qui a eu lieu ou se prépare. La disparition sur la scène de la figure de l'autre laisse place à ce réapparition redoublée et mise en exergue dans le discours de celui qui s'exprime. Enfin, une nouvelle division réapparaît, celle du personnage présent et celle du personnage du passé.
Une ouverture vers des espaces imaginaires est convoquée. Le clivage persiste comme si la division ne pouvait être évitée à moins que l'effet de sujet ne s'évince totalement d'une parole polyphonique, qui fait entendre des voix faisant du texte adressé, une parole pour la salle où le travail du spectateur est moins de se positionner dans un dispositif, que de trouver du sens à ce que l'auteur a donné à son appréhension. Chapitre 1 : Les enjeux d'une forme. Autrefois, nous étions assez importants pour qu'on se bâtît pour nos âmes. Aujourd'hui, notre propre salut nous incombe. Nos vies ne sont plus marquées par le péché originel, mais par le risque de manquer leur unique possibilité. Aussi, nous accumulons les plans, les idéaux, les programmes, nous nous défaussons et nous surpassons dans la performance universelle. Et nous tombons dans la condition de ceux qui, comme dit Kierkegaard, ne sont plus capables d'affronter en personne le jugement dernier. Puisque personne ne dispute plus notre âme, c'est à nous de nous prendre pour enjeu, de jouer de notre propre existence, d'expérimenter et de disputer sans fin, dans une contestation de soi infernale et perpétuelle, sans jugement dernier désormais et sans véritable règle du jeu 21. Jean Baudrillard. Comme nous l'avons observé dans notre introduction, peu d'études ont été consacrées à la pièce monologuée contemporaine. Un certain nombre d'éléments montrent pourtant un regain d'intérêt pour le monologue au sens large, qui, malgré son appartenance à la dramaturgie classique, non seulement persiste au sein des pièces dialoguées mais surtout bouscule les enjeux du dialogue et subsiste sous une autre forme dans les pièces entièrement monologuées. Si l'étude du monologue est apparue longtemps en contrepoint de celle du dialogue, parce que l'échange intersubjectif était considéré comme l'essence même du drame, il est aujourd'hui possible de montrer que notre corpus offre un champ d'expérimentation pertinent pour l'interrogation sur le drame contemporain. Nous souhaitons rassembler dans ce premier chapitre les éléments déjà existants d'une réflexion sur le monologue, et plus précisément la pièce constituée entièrement par un monologue, afin d'en dégager les enjeux. Dans un premier temps, nous avons regroupé les remarques les plus souvent avancées concernant la multiplication des monologues. Elles constituent une sorte de discours communément admis, qui considère le monologue de manière négative. Ces observations liminaires posent déjà des questions de fond. Les caractéristiques économiques de la forme, la place de l'auteur par rapport à la fiction, l'espace d'une rencontre entre le moi et le monde, le statut du réel, le rôle du corps de l'acteur. Ces premières observations nous incitent à tenter de définir plus précisément le monologue. En nous appuyant d'abord sur une définition dans le domaine théâtral, nous sommes amenés à accomplir un rapide parcours à travers l'histoire 22, pour dégager différents modèles du monologue au théâtre, ce qui met au jour progressivement les traits dramaturgiques essentiels qui ont subsisté ou varié au cours de l'histoire. Ceci nous conduit à examiner les études déjà consacrées au monologue, qui interrogent ses constituants en écho des préoccupations de l'analyse dramaturgique. Nous avons regroupé ces différents points autour de fils conducteurs, qui constituent la pelote de laine qu'il nous faudra démêler, le fil épique, le fil de la pensée, le fil du drame et le fil du spectateur. Ces fils tissent un réseau d'interrogations sur le théâtre contemporain, et plus particulièrement sur le monologue, mais ils ne cernent pas exactement le type de monologue qui nous occupe et qui reste encore à définir. Est-il une extension du monologue dans le drame dialogué ou au contraire, une forme spécifique avec ses caractéristiques propres ? Ces particularités en font-elles alors une forme capable de répondre à certaines thématiques, ou susceptible de créer des effets particuliers sur le lecteur comme sur le spectateur ? De plus, la littérature du XXe siècle et en particulier le théâtre, avec l'apparition de travaux consacrés au langage, sous l'impulsion notamment de Roman Jakobson et les découvertes de Sigmund Freud, a intégré de manière différente la réalité psychique. Le théâtre de Samuel Beckett, référent à la fois pour les auteurs dramatiques et la recherche, est le reflet devenu exemplaire de ce travail. Dès lors, le modèle énonciatif de la vie courante peut servir d'entrée pertinente dans la pièce monologuée contemporaine, non pas sous l'angle du rapport au réel, mais plutôt sous celui de l'incorporation de la figure de l'autre. Cette porte ouverte sur l'altérité va alors servir de fil conducteur à notre cheminement. Aujourd'hui, les personnages que le monologue met en scène ont souvent le débit de ceux qui parlent rarement, qui écoutent, qui attendent qu'on leur donne la parole et qui la prennent dans un geste précipité.
Cette parole qu'ils n'ont pas l'habitude de prononcer les brûle de l'intérieur. Ils la laissent s'échapper sans contrôle, avec la peur d'être interrompus et de devoir s'arrêter avant qu'ils n'aient tout dit. Alors ils parlent vite, tremblant devant cette parole inhabituelle. Ce flux de mots qu'ils déversent par leur bouche est lié au corps, à la respiration, au mouvement même de l'organisme. Il les fait vivants. Prenons le temps de nous mettre à l'écoute de leur souffle. La PIS MONOLOGUEE, un sous-genre dramatique 23. Avant d'expliciter davantage les points de convergence des diverses analyses sur le monologue, il nous paraît utile de cerner le contexte de ces prises de parole, en abordant les enjeux de la pièce monologuée, les raisons de son apparition, les bouleversements qu'elle engendre dans l'écriture. En effet, entre les années 1970 et 2000, les monologues se multiplient. Les raisons de l'engouement qu'ils suscitent sont exprimées parfois comme des attaques que nous souhaitons aborder de front dès le départ. Lucien Atoun notamment a parlé de « vogue des monologues 24 », de façon péjorative, mais les effets de mode sont parfois le reflet d'un mouvement plus profond, qui fait ressurgir de façon soudaine des formes enfouies, des genres anciens qui reviennent transformés et qui constituent de manière souterraine une sorte de terreau littéraire que les auteurs viennent creuser de manière régulière. Il s'agit de comprendre pourquoi le monologue persiste comme forme autonome, en se faisant l'écho des transformations qui secouent le drame, tout en gardant ses spécificités. Théâtre pauvre, de l'errance et de la proximité. Comme le souligne Jean-Pierre Ringart, les raisons économiques peuvent expliquer la multiplication des monologues dans les années 1970-25. En effet, un texte et un acteur suffisent. Le monologue est la formule la plus réduite du théâtre, plus simple encore lorsque l'un et l'autre se confondent, lorsque l'acteur est aussi l'auteur du texte qu'il joue. Déjà, les monologues du Moyen Âge bénéficiaient du fait d'être facilement adaptables. Joués dans les banquets et dans les noces, ils ne nécessitaient ni mise en place, ni accessoires 26. La même commodité favorisa la multiplication des monologues au XIXe siècle dans les salons bourgeois et dans les cabarets 27. Économiquement, le monologue est un théâtre pauvre parce qu'il est surtout axé sur le texte et l'acteur. Il permet de monter une pièce au moindre coût. Serge Valetti pense aussi que le monologue est plus facile à monter et à tourner qu'une production qui engage plusieurs acteurs. Si, dans les théâtres, on paie des administrateurs à temps complet, il n'y a plus de troupe d'acteurs. Aucun théâtre ne peut commander une pièce pour 20 acteurs, ou alors c'est exceptionnel. Dans le métier, c'est le chacun pour soi. Or, le monologue offre la possibilité d'être présent sans avoir besoin d'argent 28. C'est une formule économiquement moins risquée, puisqu'elle implique un seul comédien 29. Le revers de cet atout réside dans la multiplication des commandes de monologues de durée définie, faites aux auteurs et aux metteurs en scène 30, au tournant des années 1980 et 1990. Noël Renaud précise souvent que chaque fois qu'elle a écrit des monologues, il s'agissait de commandes. Il y a une demande très forte de la part des metteurs en scène, des acteurs ou des institutions pour ce genre. Cette forme est incitée par la commande et l'extérieur. 30 minutes pour la scène, une demi-heure pour le CNT, etc. 31. Toutes ces raisons expliquent pourquoi de nombreux comédiens alternent, aujourd'hui, des engagements dans des spectacles et des créations de monologues ou la reprise de monologues qu'ils ont déjà joués. Cette petite forme leur assure une relative autonomie et une mobilité. Le monologueur comme le conteur peut amener le texte dans des espaces réduits. Le monologue se déplace alors aisément comme une parole de l'errance qui va aller vers le public, investir des lieux qui ne pourraient accueillir une structure importante. Cette commodité le rend plus malléable. La parole peut surgir dans des lieux insolites, sortir des lieux institutionnels et amener le théâtre au public, sans attendre le contraire. C'est une parole qui joue de la proximité avec le public, et le rapproche du solitaire. Le monologue, théâtre pauvre, de l'errance et de la proximité, est lié à la modestie qui transparaît à travers ces termes. Il est peut-être par nature une parole de l'exclu, du solitaire vagabond, à la fois à l'écart et facilement abordable parce qu'il parle à tout le monde sans connaître vraiment personne. Cette parole vagabonde et individuelle trouve ses sources dans les origines mêmes du théâtre, lorsqu'un seul a pris la parole devant les autres. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette pauvreté induit des thématiques particulières.
L'influence du théâtre du quotidien dans les années 1970 a sans doute joué un rôle en ce sens pour le monologue, offrant la possibilité de donner la parole aux minorités. Valère Novarina rejoint cette idée lorsqu'il avance. Après le règne du spectaculaire, du metteur en scène et du décorateur, après une période où le théâtre s'est beaucoup mécanisé, il a eu besoin de se recueillir en lui-même. Il était temps que le théâtre fasse retraite un moment qu'il se reconcentre sur le principal, à savoir un acteur et un texte. Ça correspond certainement à quelque chose de profond dont les gens ont besoin. Ils sont à nouveau en demande de pauvreté et de silence. Et le monologue, bizarrement, est un endroit de silence. 32. Si le monologue est un théâtre pauvre, sa recrudescence peut être liée à des moments de crise économique et sociale. Cet argument est à double tranchant. Théâtre pas cher, le monologue est aussi le retour à l'essence du théâtre, à son cœur, à sa richesse, l'intime confrontation, mais aussi la violente rencontre d'un acteur et d'un public. La pièce monologuée contemporaine est aussi le révélateur d'une crise du théâtre, d'une mise en tension de ce qui fait sa source, d'une mise en question du drame, d'une perte des repères traditionnels. Comme tout lieu d'interrogation, comme tout espace en frontière, il est l'endroit où tout est possible. Cependant, un théâtre pauvre n'est pas un théâtre au rabais. 33. En considérant le monologue comme un genre mineur, on dévalorise une forme d'écriture qui porte en elle un fort potentiel dramatique. Ce vacillement qui lui est propre en fait aussi une parole de la naissance. Un autre argument parfois avancé souligne que le monologue est souvent une première pièce. Il est alors un moyen sans doute plus facile pour se lancer dans l'écriture avant de s'attaquer au dialogue. En effet, dans le monologue, l'auteur parvient à habiter une seule parole qui peut donner l'impression d'être très proche de la sienne. Il semble déverser une parole qu'il ne maîtrise pas encore. Le monologue devient ainsi l'enfance d'une écriture qui n'a pas atteint sa maturité. L'écriture d'un seul n'ayant pas intégré la figure de l'altérité, s'épanche dans un discours individuel dans lequel l'autre n'a pas sa place. L'auteur écarte la difficulté d'instaurer plusieurs points de vue, il se borne à un seul, en réduisant la complexité du monde à l'unique, il minimise les différences. Mais comme l'affirme Adèle Hakim, le monologue est une forme d'écriture complexe. Exécuteur 14 était ma première pièce, et je pensais à tort sans doute qu'il était plus facile d'écrire un monologue que des pièces dialoguées. Maintenant, je pense qu'il est aussi difficile d'écrire des monologues qui puissent tenir la longueur. 34. Serge Valetti souligne à ce titre certaines spécificités du monologue. Quand on commence à écrire une pièce à plusieurs personnages, il est relativement clair qu'ils ont des choses à se communiquer. Quand on traite d'un seul personnage comme je l'ai fait dans les solos, il faut chaque fois trouver le ressort qui justifie le démarrage du texte. 35. Le ressort du monologue, ce démarrage, ne va pas de soi, il nécessite une motivation spécifique. Quant à l'écriture du monologue, selon Serge Valetti encore, elle doit tresser l'imaginaire de façon plus serrée que dans le dialogue. 36. Le monologue est une structure, une forme maîtrisée pour porter l'attention du public. Nous ne parlons pas ici d'intrigue mais plutôt de la tension qui sous-tend le drame, ce mouvement vers 37, cette aspiration d'un point vers un autre qui constitue la pièce. Le monologue oscille entre l'apparente facilité d'une parole d'une seule coulée et une forme fortement structurée. La différence réside dans l'écriture, dans la langue de l'auteur, dans son projet. La pièce monologuée n'est pas toujours un pas avant le dialogue, mais aussi le besoin profond d'une forme d'écriture, un choix. 38. Dans l'œuvre de Samuel Beckett, le monologue est l'aboutissement d'une recherche sur le langage. La bouche solitaire dans l'obscurité de Pamois, 1975, devient l'image ultime d'un travail de sape du territoire théâtral. Avec cet auteur, le monologue acquiert un statut différent. Le procès de facilité trouve un écueil évident. 39. Ce procès peut porter aussi sur la fonction du metteur en scène. La difficulté de gérer une équipe peut conduire celui-ci à travailler d'abord avec un seul comédien pour se familiariser avec la direction d'acteur, expérimenter des modes d'approche du texte et trouver sa langue, les mots justes selon lui, pour susciter des pistes de sens. Le travail en duo instaure une relation plus intime que le travail de groupe, qui génère d'autres formes de tension et de contrainte. Robert Cantarella ne voit pas de différence dans son approche de la mise en scène face au texte monologué. Dans le monologue,
le rapport du metteur en scène avec l'acteur, ce désir du dompteur au dompté, de celui qui est dans l'ombre à celui qui est dans la lumière, ce rapport est étrange. Vous connaissez la fameuse anecdote de Peter Brook sur la naissance du metteur en scène ? Deux acteurs sur un plateau, l'un demande à l'autre d'aller voir s'il est bien au centre du plateau, et c'est comme cela que le metteur en scène est né. Pourtant, je n'ai pas la sensation d'avoir une approche artistique différente selon qu'il s'agit d'un monologue ou pas. Le monologue est cependant particulier puisqu'on travaille toujours à deux pendant plus longtemps. Ce rapport dialectique de couple est particulier, mais le travail est fondamentalement le même sur le texte. Lecture, découpage, répétition 40. Cependant, le travail du monologue n'est pas plus facile, il interroge la place de l'acteur comme nous allons le voir par la suite. La plongée dans le monologue est orientée par des contraintes économiques et favorisée par des choix esthétiques tout comme la pièce dialoguée. Au niveau de l'écriture, le monologue peut s'imposer progressivement. Valère Novarina par exemple ne choisit pas la forme monologuée, elle s'impose apparemment d'elle-même. Je passe de l'un ou plusieurs facilement, je ne me fixe surtout jamais d'écrire un monologue ou une pièce dialoguée. L'orchestration finale, elle, ne vient qu'en bout d'écriture, 41. D'autres choisissent le monologue, mais le regrettent. Enzo Corman, auteur de monologues, les a considérés pendant un temps comme une forme de faiblesse à laquelle il faudrait savoir ne pas céder, 42. Nous ne considérons pas le monologue comme une forme mineure, une faiblesse d'écriture, un enfant à renier, nous revendiquons au contraire sa forte théâtralité. Mais nous trouvons surprenant qu'une forme de condescendance se dégage fréquemment des discours portés sur le monologue. Nous n'allons pas chercher à défendre ces textes, là n'est pas notre objet. Narcisse et le réel. Le monologue est perçu aussi comme le moyen de révéler une intériorité. Jean-Pierre Ringart rappelle que le monologue favorise le témoignage direct, le récit intime, la livraison d'état d'âme sans confrontation avec un autre discours. La scène devient un confessionnal, 43. Le personnage révèle une intériorité parce qu'il est seul, libre d'exprimer ses sentiments. En ce sens, ces formes de monologue semblent donner à entendre une parole en prise directe avec le réel, et ne plus passer par le filtre de la fiction. Qui alors se dévoile ? L'auteur qui trouve dans l'écriture le moyen d'une thérapie ? Ou encore un personnage dont les contours paraissent de plus en plus difficiles à cerner ? Le monologue, lieu de confession de l'auteur, se rapproche de la dimension autobiographique. Il serait possible alors de distinguer les pièces où la présence de l'auteur résonne derrière les mots à travers une fiction, parce qu'il rapporte sa propre expérience. L'exemple de Philippe Cobert, qui raconte notamment son parcours de comédien au Théâtre du Soleil, dans le roman d'un acteur créé de 1981 à 1993, est à ce sujet emblématique d'une forme qui se donne l'apparence du témoignage alors que ses propos passent par le filtre de la théâtralité. Ce monologue est plutôt une sorte de fausse confession. Cette caractéristique du monologue a été critiquée, comme le disait Lucien Atoun, après une période assez longue où l'on a eu tendance à confondre la scène théâtrale et le divan de l'analyste à travers certains récits. Nous avions soutenu à Théâtre ouvert, le théâtre récit 44 à la troisième personne, le théâtre citation qui se situe bien loin de la vogue des monologues, 45. Le monologue oscille toujours entre le témoignage et la mise à distance qui apparaît ici à travers l'utilisation de la troisième personne. Il reflète la volonté de se dégager d'une dimension autobiographique. Mettre à distance le réel, mettre un écart entre celui qui témoigne et le réel est une dimension essentielle du monologue. La réflexion de Maryvonne Saison est sur ce point éclairante. L'œuvre d'art, et tout particulièrement l'œuvre scénique, n'est ni pure ni autonome. Elle n'est insérée dans une réalité, elle est constamment en prise directe sur l'histoire de l'individu et du monde et se présente toujours comme une modalité de la compréhension de soi et du monde, ou plus encore comme une modalité d'interrogation sur la construction possible de soi et du monde. La représentation ouvre une ère des possibles, un imaginable dans lequel l'imaginaire n'est pas défini par son autonomie par rapport à la réalité, mais bien au contraire par ce lien essentiel au réel, qui entraîne une remise en cause et une réévaluation des réalités convenues. La représentation met en scène, mobilise un pouvoir d'imaginer, créateur de réalité 46. Le théâtre est donc le monologue, interroge le réel et le rapport du moi au monde,
tout en sachant que, comme le dit Christine Angot, dès qu'il y a texte, on est dans l'espace de la fiction. Cela devrait être une évidence, un cliché. 47. Ainsi, la scène est un faux confessionnal parce que le personnage n'exclut pas toute forme d'altérité, sa confession professée à voix haute est adressée. La livraison sans confrontation se révèle souvent être une confrontation avec d'autres discours passés, extérieurs à l'énonciation présente et surtout une rencontre avec le spectateur. Lorsque Michel Corvin évoque la question du réel dans l'écriture de Michel Vinavé, il met aussi l'accent sur cette dimension. Le réel peut-être est au bout, comme résultat d'un processus d'assemblage, de collage des banalités où la part du spectateur est presque aussi importante que celle du dramaturge. Par le spectateur, la poussée vers le sens s'accentue et s'accomplit. L'écriture de l'inachevé ouvre un accès vers le réel, au spectateur, par un travail complémentaire d'écoute et de construction, d'en franchir les portes. 48. Le monologue, forme inachevée parce qu'il manque toujours la figure de l'autre, demande peut-être davantage encore que pour le dialogue, le rôle actif du spectateur comme point ultime de la construction du sens et d'une forme de réalité. Plus largement, cette fiction se fait l'articulation d'une rencontre entre un moi et la communauté. Les monologues que nous étudions sont datés des années 1970 à la fin du XXe siècle. Ils s'inscrivent dans un contexte historique et littéraire précis. L'après-1968 est marqué par de grandes entreprises collectives qui ont mis le corps de l'acteur au centre de leur travail de recherche, ainsi qu'un théâtre d'intervention qui collait à la réalité des travailleurs. Les années 1970 marquent le retour de l'auteur et l'apparition du théâtre du quotidien, qui synthétise la dimension historique et l'expérience de vie des gens ordinaires. Ces thématiques s'illustrent dans la forme du théâtre monologué. Les deux influences majeures sont clairement Bertolt Brecht et Samuel Beckett. Selon Jean-Pierre Sarrazac, le théâtre de Brecht est un théâtre du monde et pas un théâtre intime, un théâtre du monde à l'état de fragment. 49. Or, le théâtre de Samuel Beckett lui creuse l'intime, le dépouille jusqu'à la solitude de celui qui ne s'adresse plus qu'à lui-même. 50. Entre le monde et l'intime, les textes monologués sont peut-être les lieux d'expression les plus étroits du solitaire. Nous pensons que le monologue est un moyen privilégié d'observation de l'articulation du moi au monde. Le monologue n'est pas uniquement le lieu de manifestation d'une individualité qui se replie sur elle-même, mais la chambre d'écho du politique et du social. Cependant, le personnage du monologue dans son isolement répond-il à cette description de l'individu des sociétés postmodernes, faite par Gilles Lipovetsky ? Le narcissisme abolit le tragique et apparaît comme une forme inédite d'apathie faite de sensibilisation épidermique au monde et simultanément d'indifférence profonde à son égard. Paradoxe qu'explique partiellement la pléthore d'informations dont nous sommes assaillis, et la rapidité avec laquelle les événements mass médiatisés se chassent les uns les autres, empêchant toute émotion durable. 51. Ce théâtre, bien sûr, fait penser parfois aux confessions sur le divan du psychanalyste parce que, contrairement au théâtre brechtien, il prend en compte la dimension du moi dans sa lecture par Sigmund Freud. Mais il synthétise peut-être aussi l'élan social des années 1970, l'espoir d'une intériorité non pas narcissique mais encore en prise avec le monde, toujours fortement habité par la présence de l'autre. Ou donne-t-il au contraire, l'image de la subjectivité exprimée encore par Gilles Lipovetsky en ces termes ? Communiquer pour communiquer, s'exprimer sans autre but que de s'exprimer et d'être enregistré par un micro-public, le narcissisme révèle ici comme ailleurs sa connivence avec la désubstantialisation postmoderne, avec la logique du vide. 52. En ce sens, le narcissisme poussé à bout ne s'ouvre pas sur une subjectivité mise à nu mais plutôt sur une parole vide, une décharge de mots, sans logique de sens, où le réel n'est plus qu'une entité illusoire. Nous pensons que la vogue des monologues a sans doute produit des textes en prise plus ou moins directe avec le réel, mais l'auteur ne fuit pas aisément ce qui fait le contexte de son écriture. En fait, il s'agit moins pour l'auteur de fuir le réel que de donner au lecteur-spectateur les moyens d'interroger le monde et lui-même, avec les mots et les images qui peuvent le toucher aujourd'hui. Lorsque Narcisse monologue, il voit le reflet du monde dans sa parole. Le monologue est toujours ouvert au monde et à l'autre. Toutefois, la parole qui se déverse dans les monologues semble appeler une réponse, celle de celui qui écoute dans le silence de la salle. Si la logique du vide émerge du dispositif théâtral,
Il naît peut-être de cet appel à l'autre qui ne peut pas répondre car telle n'est pas la place qui est impartie au spectateur. Dès lors, en s'ouvrant vers la salle, le monologue va sans cesse jouer avec cette frontière invisible qui sépare l'acteur du spectateur, et ce dernier va sans cesse ressentir cet appel d'air qu'il pourrait combler, jamais tranquille car toujours au bord. Accord perdu. Un dernier argument présente le monologue comme le lieu d'une performance. Cette expression revient souvent pour décrire la qualité de celui qui seul en scène sait tenir son public. Dans le dossier consacré au monologue qu'elle a coordonné, Anne-Françoise Benamou donne largement la parole aux acteurs et reconnaît que le monologue convoque l'art du comédien dans sa quintessence, 53. Celui qui monologue force l'admiration. Pierre Corneille écrivait déjà dans l'examen de Clitandre: les comédiens le souhaitaient et croyaient y paraître avec plus d'avantage, et Voltaire de dire « chaque comédien voulait briller par un long monologue » 54. Jacques Scherrer note même que la répartition des monologues dans les pièces classiques renforce l'idée que l'auteur en écrivait pour chaque comédien 55. Le monologue est aujourd'hui encore souhaité pour ces diverses raisons, à la fois par le public et par les comédiens. Souvent, les spectateurs vont voir un monologue parce qu'ils veulent retrouver un acteur qu'ils connaissent déjà, une star qui ose. L'observation d'un acteur qui se met en situation de danger sur la scène, parce qu'il est seul objet des regards et que le moindre de ses mouvements prend un sens et une dimension qu'il ne pourrait acquérir dans une situation duale, touche fortement le spectateur. L'acteur lui-même ressent avec d'autant plus de violence son expérience de comédien, dans cette rencontre intime avec le public. Le monologue est un risque, comme le dit Jean-Marie Piem. Il s'engage dans un long vol. J'ai toujours le sentiment qu'un acteur qui dit un monologue fait du deltaplane. Il se lance dans le vide puis flotte sur les couches de mots. Je trouve ça très beau 56. Dans le dialogue, la présence d'un partenaire cadre le jeu et donne les limites d'un espace. En se lançant à corps perdu dans le monologue, l'acteur trouve des points d'attache dans la structure du texte et l'espace centrifuge émane de sa seule personne. Alors que les grandes expériences collectives ont travaillé sur le corps de l'acteur et interrogé avec vigueur les théories d'Antonin Artaud, Samuel Beckett a réduit progressivement sa mobilité, son expressivité jusqu'à la fixité complète et l'effacement. Les monologues de notre corpus ne prennent pas souvent en compte la dimension scénique. L'absence de didascalie est, à ce titre, éclairante puisqu'elle laisse dans l'indétermination la place du corps de l'acteur au sein de la représentation. Dans les dramaturgies que nous étudions, l'accent est mis sur le texte. Pourtant, il invite à interroger l'image du corps de l'acteur seul dans l'espace de la scène 57. La théâtralité n'est pas entièrement portée par ce corps puisqu'il accompagne un texte qui le met en mouvement, sans doute davantage par un mouvement interne, une respiration. Ce corps dansant 58, dont parlait Antonin Artaud, porte des signes de théâtralité, illustre ou habite une idée selon le type de jeu choisi par le metteur en scène. De plus, ce corps parle de son corps, le morcelle par la parole entre différentes strates temporelles et l'unifie dans l'acte de présence sur scène. Il se soumet au morcellement du verbe, pour mieux se saisir dans sa totalité. La question du jeu de l'acteur n'a cessé de se poser aux théoriciens et aux praticiens du théâtre. Elle est vive encore dans le cas du théâtre monologué. Christine Angot souligne avec justesse: ce décalage qu'il y a avec l'acteur, c'est un peu la même chose dans le roman avec le décalage entre l'auteur et le narrateur. La profération n'enlève rien à l'intimité. Il y a une voix qui trahit tous les mouvements de l'être, 59. Cette voix porte le rythme de la parole, mais aussi sa dimension charnelle. Le corps du monologueur, même dans ses silences, est vecteur de sens donné au regard, dans une force de théâtralité décuplée. Un espace de signes infinitésimal. Dans sa solitude, le corps de l'acteur est le point de focalisation de toutes les attentions présentes. Il localise sur lui une grande partie de la force dramaturgique de la pièce. Il est la présence rigoureuse et nécessaire de la théâtralité, même réduite à une seule bouche, sans corps visible. Il est corps parlant et force l'admiration. Enfin, la familiarité avec le texte monologué en fait pour l'acteur presque un objet personnel, un compagnon de route que l'on retrouve dans une escale. Le parcours d'André Marcon par exemple, avec les textes de Valère Novarina montre une sorte d'entente entre un acteur et des mots. Dans un siècle de la mise en scène, la multiplication des monologues est aussi la révélation d'un symptôme.
Le lieu d'une résistance de la part de l'acteur, la nécessité d'un espace de liberté pour que le plaisir subsiste. Ces différentes caractéristiques de la pièce monologuée l'ont souvent reléguée à l'évocation d'une performance, d'un témoignage ou d'une première expérience d'auteur. Le monologue est considéré comme la forme la moins théâtrale qui soit parce qu'il s'affirme dès l'abord, comme l'expression de la solitude. Il ne s'y passe rien, un individu parle mais n'agit pas. Cette réaction s'explique par plusieurs raisons. D'abord, parce qu'au niveau dramaturgique le monologue est une convention, le monologue dans la vie réelle apparaît de manière occasionnelle et comme une déviance du discours ordinaire. Ensuite, parce que la structure du drame telle qu'elle est définie par Aristote est dialoguée. Dans la dramaturgie classique, le monologue intégré dans une pièce dialoguée était considéré comme un moment de pause, un ralentissement de l'action. Cette conception se souciait du monologue au sein d'une dramaturgie essentiellement intersubjective, et Peter Zondy a montré quelle place le monologue a pris progressivement, même s'il précise que le monologue resta épisodique et n'était donc pas constitutif de la forme du drame, 60. Pourtant, le statut du monologue, sous l'impulsion du monologue intérieur, s'est ouvert à une nouvelle voie. La pièce monologuée contemporaine reçoit les stigmates plus ou moins marqués de ces divers modèles. Prenons le temps à présent de les parcourir. La carte d'identité d'un être hybride. Que m'importe qu'une pièce d'Euripide ne soit ni tout récit ni tout drame, nommez-la un être hybride. Il suffit que cet hybride me plaise et m'instruise plus que les productions régulières de vos auteurs corrects, tels que Racine et autres. Le mulet n'est ni âne ni cheval. En est-il moins une des plus utiles bêtes de Somme 61 ? Gotthold Ephraim Lessing. Si la définition porte sur un objet palpable et tangible, elle pourra sans doute s'affiner, circonscrire cet objet, mais si la définition porte sur un concept, elle sera aussi mouvante que la pensée elle-même. Quoi de plus délicat à définir qu'un objet littéraire ? Le monologue, né sans doute d'une tradition orale dont nous ne connaissons pas les sources, une notion qui recouvre des types de textes divers et qui s'offre à l'analyse aujourd'hui, alors qu'elle sera sans doute autre demain. L'entreprise semble vouée à l'échec si elle veut cerner avec exactitude ce qui se laisse voir comme changeant et malléable. Dès lors, une approche par différents angles successifs devient nécessaire pour préciser ce qui, telle une anamorphose, offre une image brouillée. Les différents discours peuvent se refléter sur un seul plan, l'image se fait nette mais elle reste à interpréter encore. Nous prendrons d'abord comme référence le monologue tel qu'il est défini dans le dictionnaire de Patrice Pavie puisqu'il avance la définition la plus complète, à ce jour, du monologue théâtral, en dressant une typologie 62. La distinction faite par Patrice Pavie s'appuie largement sur une dramaturgie intersubjective. À la période classique, le monologue est inséré dans des pièces composées de plusieurs actes. Il occupe parfois une scène entière, mais il s'intègre avec des fonctions particulières dans un ensemble plus vaste alors que la pièce monologuée contemporaine, de son côté, concentre les contraintes et les enjeux d'une pièce complète. Le monologue, critiqué au XVIIe siècle au nom de la vraisemblance parce qu'il s'écarte trop de l'usage ordinaire, prend de l'importance au sein des dramaturgies du XXe siècle, lorsque les normes théâtrales s'affranchissent des règles du discours courant. Il se fait d'une certaine manière l'allié de l'innovation du langage. L'effort de comparaison des diverses formes permet de dessiner progressivement ses caractéristiques, indépendamment des époques dans lesquelles il s'inscrit. Une définition incomplète du monologue théâtral. La pièce monologuée n'apparaît pas comme une entrée autonome dans les dictionnaires de théâtre, ce n'est donc pas une forme reconnue. Dans le dictionnaire de Patrice Pavie, elle est désignée comme une forme de monologue parmi d'autres, sous le titre pièce comme monologue. Il est intéressant d'observer de près cette typologie, de mettre ces formes en regard, pour cerner les spécificités de la pièce monologuée. Cette typologie a le mérite apparent de clarifier les différentes sortes de monologues. L'auteur distingue ainsi. Aparté. Quelques mots suffisent à indiquer l'état d'esprit du personnage. Stance, forme très élaborée proche d'une ballade ou d'une chanson. Dialectique du raisonnement. L'argument logique est présenté de façon systématique et dans une suite d'oppositions sémantiques et rythmiques, par exemple les stances de Corneille. Monologue intérieur ou stream of consciousness, le récitant livre en vrac sans souci de logique ou de censure les bribes de phrases qui lui passent par la tête.
Le désordre émotionnel ou cognitif de la conscience est le principal effet recherché. Buckner Beckett. Mot d'auteur, hit ou tube, musical. L'auteur s'adresse directement au public, sans passer par la fiction de la fable ou de l'univers musical, pour le séduire ou le provoquer. Dialogue solitaire. Le dialogue du héros avec la divinité. Dialogue paradoxal dans lequel un seul des interlocuteurs parle pour s'adresser à l'autre qui ne lui répond jamais et dont il n'est pas certain qu'il écoute. Goldman, Racine, page 26. Pièce comme monologue, avec un seul personnage, par exemple. La Sagowine d'Amaillet, ou constituée d'une suite de très longues interventions inventaire de PH. Mignana, le faiseur de théâtre de TH. Bernard, vous qui habitez le temps de Venovarina 63. Les formes retenues par Patrice Pavy sont pour la plupart extraites de la dramaturgie classique. Elles s'inscrivent dans des genres différents, mais aucune ne s'intitule « monologue ». Remarquons d'ores et déjà certaines confusions, comme la reprise dans l'exemple de la dialectique du raisonnement, des stances qui sont elles-mêmes définies de manière autonome. Nous choisissons de faire le commentaire de cette typologie en passant en revue plusieurs types de monologues dont certains ne sont pas évoqués ici, qui sont observables notamment dans des formes antérieures à celles qui nous occupent, et de proposer des traits distinctifs de cette forme, des éléments récurrents et identifiables. Ils sont ordonnés historiquement, mais nous les présentons comme des formes modèles auxquelles nous pourrons nous référer, comme le modèle zondien du drame absolu, en nous attardant davantage sur certains traits dramaturgiques. Le monologue de Bonimenteur, non cité. Le monologue classique, qui comprend les stances, la dialectique du raisonnement et des formes de dialogue solitaire. L'aparté. Le monologue intérieur. Le soliloque. Le mot d'auteur fera l'objet de réflexions dans le cadre de l'étude de l'adresse. Le tube musical reste une énigme dans cette typologie. L'examen de ces formes ne se veut pas exhaustif, et reste dans la stricte limite des interrogations que nous menons, en nous faisant progresser sur le chemin de la définition de la pièce monologuée. Cette expression rejoint celle utilisée par Patrice Pavy lorsqu'il aborde des exemples contemporains, mais il distingue les pièces à un seul personnage, des pièces constituées d'une suite de très longues interventions. Pour notre part, notre travail s'attache exclusivement aux pièces à un seul personnage. Nous réservons donc l'expression de pièce monologuée à cette seule fin. À l'intérieur de la pièce monologuée, il est possible d'interroger les différentes formes répertoriées par Patrice Pavy. De son étymologie, le terme pièce garde l'idée d'un rapiessage, d'un assemblage, mais aussi d'une autonomie, d'un texte clos, écrit pour le théâtre. Mais les connotations organicistes, qui tirent la pièce aujourd'hui du côté du boulevard, ont conduit les auteurs à délaisser le terme au profit de celui de texte ou poème dramatique. Pourtant, nous pensons que ces connotations mises à part, le terme pièce fait entendre dans une esthétique d'assemblage et de bricolage des traits transhistoriques que nous allons observer à présent. Des modèles historiques. La communication qui s'établit entre l'acteur et les spectateurs dépend d'une forme théâtrale intégrée dans un modèle social historiquement marqué. En faisant ce cheminement historique, nous pourrons mettre au jour des constitutifs transhistoriques du drame à travers la forme monologuée. Ces points d'appui transversaux d'analyse pourront alors être confrontés à la pièce monologuée contemporaine. Le monologue de Bonimenteur. Ce type de monologue n'apparaît pas dans la typologie de Patrice Pavy 64. Pourtant, le terme monologue est utilisé pour désigner une forme théâtrale du Moyen Âge qui trouve son origine dans le dit. Le dit est une poésie récitée, par opposition au chant, qui est déjà le cadre d'une dramatisation du moi. Le dit est un discours dans lequel un jeu est toujours représenté. Par là, le texte dit devient le mime d'une parole. 65. Le dit, récit plaisant d'aventures incroyables que le récitant prétend avoir vécu, se prête à la parade, à l'exhibition, au boniment et la satire. D'après Jean-Claude Aubailly, le dit de Lébery 66, écrit par Rudebeuf vers 1265, peut être considéré comme l'ancêtre du monologue dramatique, mais il faut attendre la deuxième moitié du XVe siècle pour retrouver des textes analogues et en fort petit nombre. Il en reste moins d'une quinzaine imprimés, et à peu près autant pour le XVIe siècle. En fait, le terme de théâtre à une voix s'applique à l'époque à des genres différents, que ce soit le sermon joyeux ou le monologue dramatique. Selon Émile Picot,
un des premiers analystes à parler du monologue dramatique du Moyen Âge. Le nom générique de monologue dramatique s'applique à deux sortes de compositions fort différentes. Le sermon joyeux et le monologue proprement dit. Le premier est une parodie, généralement fort libre, des sermons en vers ou en prose qui précédaient les grands mystères. Le second au contraire est une scène à un personnage, dans laquelle l'acteur joue un véritable rôle. L'un se borne à un récit, c'est une suite plus ou moins heureuse de traits satiriques. L'autre au contraire est une action, c'est une comédie complète placée dans un cadre restreint 67. L'auteur oppose radicalement deux genres. Récit parodique d'une part, scène à un personnage d'autre part. C'est la distinction que Jean-Claude Aubailly va reprendre en opposant narratif et dramatique. Toutefois, déjà dans le sermon joyeux, l'acteur n'est plus simplement un conteur puisqu'il interprète un personnage. Charles Mazouer considère quant à lui que la place et le rôle du monologue dans l'évolution des genres dramatiques de l'époque ne fait plus l'unanimité 68. Pour Jean-Claude Aubailly, dont la thèse a marqué un pas décisif dans l'étude du monologue au Moyen Âge, le passage du narratif au dramatique s'est fait grâce au jongleur, à la fois poète, saltimbanque, maître de danse, sonneur de trompe, conteur 69, chanteur, acrobate, mangeur de feu, mime, bouffon et bien sûr acteur. Selon lui, la forme du monologue s'est fractionnée pour donner le dialogue que l'on trouve dans le théâtre à plusieurs voix comme la farce et la sottise. Mais plus récemment, Michel Rousse a mis en cause cette idée en montrant que historiquement, ce théâtre profane est antérieur au monologue 70. Pour notre part, nous retenons certaines caractéristiques de ce théâtre, afin de comprendre comment son inscription dans la comédie et la tragédie a impliqué une transformation de sa structure, dans le but de répondre à de nouvelles fonctions, puisqu'au Moyen Âge, la frontière des genres n'était pas aussi précise. Par la suite, nous cherchons à savoir comment ces traits spécifiques sont repérables, dans le cadre de la pièce monologuée contemporaine. Jean-Claude Aubailly a fait la distinction entre les monologues récits et les monologues état d'âme. Dans les monologues récits de charlatan, le personnage expose ses talents sans évoquer d'action où il serait engagé. Son discours est une énumération qui l'anime en jouant sur le rythme. Il se prétend par exemple grand médecin et pense en imposer par l'exagération et les mensonges, alors qu'il n'exerce aucun métier. Progressivement, sa vantardise entraîne l'aveu de ses échecs et son beau discours révèle sa fainéantise. Dans les monologues état d'âme d'amoureux ou de soldats fanfarons, le personnage nous projette dans des actions passées qu'il rend vivantes en se dépeignant dans l'action, en évoquant les autres personnages ainsi que le décor. De la satire d'un type professionnel, le monologue dramatique s'est attaché au personnage au niveau de son caractère et aux conséquences sur le plan social de ses propres défauts. Le monologue met en scène l'opposition entre le portrait que le personnage donne de lui-même et les actes qu'il accomplit. Le personnage se construit tout au long du texte et se constitue progressivement une identité qui reste cependant un type, celui du fantoche qui se définit par un caractère asocial et inconscient. Du plan social, l'auteur va passer à un plan moral et individuel, le personnage va se complexifier. Dans les monologues état d'âme, l'auteur donne à celui qui s'exprime le pouvoir de maîtriser le récit en l'abrégeant, en revenant au fil principal après une digression, en donnant l'impression de prendre une distance entre le présent de narration sur scène et le passé évoqué. La structure est toujours la même. Une première phase d'espoir, puis l'attente est déçue, le monologue bascule, ce qui produit des contretemps inattendus. L'auteur introduit des retards, multiplie les mésaventures. Le personnage évoque d'autres décors mais aussi d'autres individus, en intégrant des portraits. L'impression de vie est donnée par le discours direct, voire par des dialogues rapportés ou même par des accumulations verbales, qui rendent la réalité des bruits d'une discussion. La vivacité est renforcée aussi par l'utilisation des onomatopées. Le vers est taché, disloqué alors qu'il est très court. Le fil de la fable est parfois décousu. Les dimensions épiques et lyriques sont ténues et offrent un point de vue sur le passé. Selon Michel Zinc, ces formes visent à une dramatisation concrète du moi. C'est une poésie de la réalité particulière et reconnaissable mais travestie, comme est travesti le moi qu'il expose et s'expose, 71. Ces différents éléments, qui créent l'impression d'un point de vue, réapparaissent dans la pièce monologuée contemporaine. Il est intéressant de constater par ailleurs que le caractère dramatique de ces textes a été discuté. Jean-Claude Aubailly, pour sa part,
considère que ces monologues, même s'ils puisent abondamment dans le fond narratif des fabliaux, sont destinés à la scène. Ce qui prouve le caractère dramatique de ces textes, comme le souligne Michael Freeman 72, est la façon dont le récitant interpelle constamment son public, instaure une complicité et cherche à provoquer des réactions. L'acteur doit arrêter les passants dans la rue ou intéresser les convives d'un banquet et pour ce faire, il caricature un personnage. Il joue par exemple le rôle d'un prédicateur et parodie l'orateur populaire, qui lui-même utilise des procédés qui ressemblent à ceux de l'acteur. En ce sens, nous pouvons dire que la notion de rôle existe déjà, mais elle s'arrête à l'exagération des traits extérieurs d'une fonction sociale. Les appels, les apostrophes sont présents pour s'adresser directement au public. Michael Freeman rappelle que lorsqu'ils furent imprimés, ces monologues ont été détournés de leur fonction primitive et considérés, pendant tout le XVIe siècle, comme des poèmes satiriques, alors qu'ils étaient au départ destinés à la scène. On les intercalait entre la sotie, la moralité ou le mystère, ou encore pour agrémenter un banquet de noces ou une fête familiale bourgeoise. Émile Picot précise que, pour introduire quelques variétés dans les monologues, les joueurs de farce imaginèrent des monologues à deux personnages, dans lesquels les interruptions d'un second acteur formaient les éléments du comique, ou des dialogues à un seul personnage dans lesquels le même acteur se répondait à lui-même en changeant sa voix ou son visage. 73. Pour Jean-Claude Aubailly, c'est dans la régression de ces éléments et dans l'enrichissement du personnage que le glissement vers une autre forme s'est produit. 74. Enfin, on voit comment ces personnages s'inscrivent dans la tradition médiévale de la fête des fous décrite par Mireille Bakhtin 75. Il serait possible d'étudier l'exubérance de leur vocabulaire, imaginer la gestuelle qui pouvait accompagner ce genre de dires et essayer de comprendre comment le monologue recèle finalement toujours un caractère déviant. 76. Michel Foucault souligne que la dénonciation de la folie devient la forme générale de la critique à l'époque, et nous interrogerons cette dimension du monologue comme pathologie un peu plus loin. Dans les farces et les sotties, le personnage du fou, du niais ou du sot prend de plus en plus d'importance. Il n'est plus simplement dans les marges, la silhouette ridicule et familière. Il prend place au centre du théâtre, comme le détenteur de la vérité, jouant ici le rôle complémentaire et inverse de celui qui est joué par la folie dans les contes et les satires. Si la folie entraîne chacun dans un aveuglement où il se perd, le fou au contraire, rappelle à chacun sa vérité. Dans la comédie où chacun trompe les autres et se dupe lui-même, il est la comédie au second degré, la tromperie de la tromperie. Il dit dans son langage de niais qui n'a pas figure de raison, les paroles de raison qui dénouent dans le comique, la comédie 77. Le personnage de la pièce monologuée contemporaine est lui aussi au centre de la scène, seul face au public, pour annoncer sa vérité et chacun à sa guise interprète son comportement. Cependant, le comique des formes moyenâgeuses laisse place dans la pièce monologuée contemporaine à une ironie tragique. Le discours du trépas de Verjanet 78 est un exemple significatif du passage d'un genre à l'autre. Ce texte est lu devant le public, toutefois, il comporte des éléments qui favorisent l'identification du lecteur-spectateur au personnage 79. Même si le récit est rapporté à la première personne, le récitant joue sur le double sens de son nom et décrit sa vie à travers celle d'une poire. Les spectateurs comprennent progressivement le double sens de son récit. Il essaie ensuite d'émouvoir les spectateurs, en s'adressant directement à eux et en se plaignant de son sort. Le personnage s'adresse aussi à ses bourreaux, à leurs assistants. En multipliant les adresses, il révèle progressivement son désarroi. Mais le style indirect réapparaît. Le jeu fait place au il, comme si le récitant reprenait d'une distance vis-à-vis de son personnage. Le style direct ressurgit avec l'arrivée d'un nouveau personnage, une victime de Verjanet qui vient lui demander des comptes. Ainsi le passage du narratif au dramatique se fait de façon progressive. Jean-Claude Aubailly souligne le rôle des pronoms dans ce glissement d'une forme à l'autre. L'identification n'est pas totale, l'utilisation du jeu n'est pas continue. Le monologue dramatique, au contraire, accentue l'identification du récitant au personnage. Dans le sermon joyeux, le récitant peut prendre parfois une distance à l'égard du personnage qu'il interprète, tandis que dans le monologue dramatique, personnage et récitant ne font qu'un.
Les aspects satiriques ou spirituels des œuvres sont difficiles à cerner car la dramaturgie médiévale s'appuie sur des lois symboliques qui ne sont plus les nôtres. De plus, ce théâtre médiéval est un théâtre d'improvisation et il nous faut imaginer la part manquante du texte à notre disposition. La vue est alors le sens fondamental, toute notion abstraite doit se concrétiser dans un support visible. Le rang social se traduit par le vêtement que l'on porte, et des règlements très précis interdisent à une classe de porter une parure qui pourrait entraîner une erreur d'identification. Le spectateur ne comprend vraiment que ce qu'il peut visualiser. Dès lors, la place du monologue dans cette dramaturgie, puisqu'il fait appel davantage à l'imaginaire qu'au visuel, mériterait d'être interrogée. Le monologue de Bonimenteur nous intéresse à plusieurs titres. Tout d'abord, pendant longtemps ces textes n'ont pas été considérés comme dramatiques. Pour certains critiques, leur caractère dramatique provient de l'utilisation de l'adresse. Ces monologues sont tournés vers le public. L'adresse directe est assumée pour entretenir une relation forte et en tirer des effets comiques. Leur théâtralité réside en partie dans le statut attribué à l'adresse, dans l'ouverture vers le public. Ce monologue se distingue de la pièce monologuée contemporaine, essentiellement dans la nature du personnage mis en scène, qui correspond à un type satirique issu d'une tradition ancienne. La satire 80 met à distance l'objet à l'égard duquel le spectateur n'éprouve ni pitié ni compassion. La filiation de ce type de texte parvient jusqu'à nous à travers le sketch où le personnage type est mis en scène. Comme le commente Anne-Françoise Benamou. Se donne-t-il le public comme interlocuteur ? Le monologue risque de dissoudre le théâtre dans la performance. La dimension fictive résiste mal à la jouissance plus directe du jeu avec la salle. Ce n'est pas par hasard que les personnages qu'investissent les fantaisistes, Coluche, Bedos, sont si labiles, si fragiles. Ce sont des fantoches qui servent de faire valoir à la présence réelle de celui qui les exhibe 81. La théâtralité est portée par le texte. Il n'y a pas la création d'un contexte fictif. Le sketch est dit dans un espace vide, comme l'espace du Bonimenteur. Alors que dans la pièce monologuée contemporaine, l'espace de la scène est l'espace d'une fiction, même nue, la scène est habitée par l'imagination du spectateur qui contextualise ce que vit le personnage. Une action est mise en place, dans le cadre d'une situation définie. Nous appelons ce type de monologue le monologue de Bonimenteur parce qu'il s'agit du discours que débitent les charlatans, les bateleurs pour convaincre et attirer la clientèle. Par extension, le terme désigne un discours trompeur pour vanter une marchandise. Le mensonge est tellement gros qu'il est vite découvert par celui qui l'entend, mais qui peut aussi éprouver du plaisir à écouter le discours du vantard. En l'occurrence, la vantardise est une forme de vente de soi, utilisant une rhétorique bien particulière. C'est une façon de se montrer sous son meilleur jour, pour être apprécié. Celui qui se vante prend plaisir à parler de lui-même. Le lyrisme n'est pas exclu de ce genre de discours, mais c'est un lyrisme presque ludique. Bernard Fèvre précise : le monologue reste cependant au moins jusqu'au XVIe siècle un genre autonome et apprécié du public. 82. L'exubérance ludique du monologue de Bonimenteur tranche avec la rhétorique du monologue classique. L'ouverture vers le public n'est plus de mise, ou alors dans sa version parodique. Le monologue classique, ordre oblige. Le monologue de la dramaturgie classique est essentiellement celui des tragédies. Au XVIIe siècle, la dramaturgie impose le triomphe de la parole. Le début du siècle est marqué par le monologue triomphant, mais son utilisation est peu à peu réduite. Patrice Pavie répertorie à ce titre les stances, la dialectique du raisonnement et le dialogue solitaire 83. Il est en effet possible de relever différentes formes parce que le monologue, en s'intégrant dans un genre, se diversifie. Dans une dramaturgie intersubjective, le monologue est utilisé avec des fonctions bien précises et produit des effets particuliers qui ne sont plus des effets comiques bien sûr, mis à part la forme parodique du monologue qui produit des effets comiques dans la comédie. Le monologue classique peut par exemple faire connaître un élément de l'action extrascénique, les sentiments d'un personnage ou un fait qui s'est produit précédemment. C'est souvent le rôle du monologue d'exposition qui rapporte des éléments nécessaires à la compréhension de ce qui va se passer par la suite, et aiguise la curiosité en début d'acte. Nous relevons ici la dimension épique déjà évoquée. Le monologue sert aussi à lier des scènes 84. En fait,
Si Jacques Scherrer montre que ces deux fonctions sont intimement liées, il en arrive à la conclusion qu'elles peuvent s'appliquer à toute forme de scène. Information et liaison ne sont pas propres au monologue. Il ajoute, l'habitude de lier toutes les scènes ne s'impose qu'assez tard dans le cours du XVIIe siècle. L'emploi du monologue, lui, est bien antérieur, 85. Un autre usage du monologue est de faire connaître un fait en le révélant, non seulement au spectateur, mais aussi à un personnage caché. On utilisera encore ce procédé dans les comédies pour en tirer un effet comique, lorsque le personnage croit être entendu de quelqu'un alors qu'il est seul. Souvent, lorsque le personnage est seul, des sentiments cachés dans les scènes précédentes se trouvent mis au jour sous l'effet de la solitude qui facilite le dévoilement. Jacques Scherrer précise que les mauvais sentiments s'expriment d'ailleurs plus souvent que les bons en de tels monologues. Le traître y révèle volontiers sa traîtrise, 86, et considère que si le personnage de Tartuffe de Molière a été diversement interprété, c'est parce qu'il ne révèle pas ses intentions dans un monologue. Selon lui, la fonction essentielle du monologue est l'expression lyrique du sentiment, 87. Certains aspects du rythme ou de la versification soulignent ce caractère lyrique. Pour exprimer des émotions, l'auteur a recours à l'exclamation, l'interrogation rhétorique, l'apostrophe, des adresses à des éléments absents ou inanimés. Les sentiments exprimés sont heureux ou malheureux, mais le monologue est un gémissement bien plus souvent qu'un cri de joie, 88. Dans les monologues, les personnages s'analysent et prononcent d'abord un lamento. Le héros triomphant n'exprime pas sa joie dans un monologue, il agit, lutte en exploitant sa victoire donc en dialoguant. C'est le héros vaincu ou torturé qui monologue, 89, et qui s'abandonne ainsi à la déploration. Pourtant, le monologue peut permettre de trouver une solution et s'intègre alors à l'intrigue. Le monologue est un élément discordant, mais utile. L'étude de Jacques Scherrer montre à quel point le monologue a un rôle moteur dans l'action et dans le déroulement de la fable. Il répond ici à la définition du drame selon Friedrich Hegel. Dans le drame, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui constituent le côté principal mais l'exposition de l'esprit intérieur de l'action, tant sous le rapport des personnages et de leurs passions, de leurs sentiments et de leurs résolutions, de leurs conflits et de leur réconciliation, que sous celui de la nature générale de l'action, de la collision qui lui sert de base et de la catastrophe finale 90. Le monologue permet d'atteindre le conflit là où il se joue plus profondément, dans chacun des personnages. Il permet d'entrevoir la répercussion chez chacun, de ce qui est en train de se jouer. Le monologue n'est pas seulement une lamentation puisque même lorsque le personnage semble tout à lui-même, à ses sentiments, à ses décisions, il demeure en étroite relation avec l'action. Son discours garde la concentration que lui impose l'action qui se poursuit, et la tension qui va le conduire vers la catastrophe finale. Tandis que le chant du cœur dans la tragédie antique exprimait des pensées et des sentiments généraux, dans le monologue classique, le sentiment qui s'exprime est intérieur et individuel dans une situation déterminée de l'action. Mais il ne confère pas pour autant au personnage une sphère psychologique, le personnage reste un être de mots sans psychisme. Les révélations faites dans le monologue s'inscrivent dans l'action, et possèdent un rôle moteur dans la progression de la fable. Même si le monologue garde parfois un caractère artificiel, il aide le spectateur à cerner les enjeux de l'action. Le monologue lyrique semble parfois marquer une pause 91 dans le déroulement de l'action, mais il s'explique aussi par la nécessité de traduire en paroles les pensées intérieures. Arnaud Rickner rappelle que le monologue est une façon de substituer une parole à une pensée silencieuse, et que Hédelin d'Aubignac défend le monologue, malgré ses défauts, parce qu'il ne connaît pas d'autre moyen de représenter les pensées d'un homme que par ses paroles. 92. Le dialogue peut se justifier par l'existence de l'interlocuteur que l'on doit informer ou avec lequel il faut se battre, alors que le monologue n'a d'autre justification que le passage à la parole. Le personnage est poussé à parler, comme si la peur d'être avalé par le silence de la scène était son unique motivation. 93. Au XVIIe siècle, la parole est d'or, il faut combler le silence. Pour Arnaud Rickner, le monologue s'inscrit donc dans un flux de paroles et ne marque pas d'arrêt dans l'enchaînement de l'action. La nécessité de la continuité dramatique implique le plein de la parole. Le monologue qui commence la pièce permet d'entrer directement dans l'action,
comme le monologue de liaison de scène assure une passation de parole et de ce fait d'action. Le flux verbal ne doit pas s'interrompre. Cette fluidité est renforcée par la structure du vers et le retour constant de la rime. Comme le monologue est critiqué pour son invraisemblance, les auteurs pallient ce défaut de la forme par divers procédés. En intégrant les confidents, ils ne changent pas la forme du discours. À ce titre, l'étude du rôle du confident montre comment il possède la faculté de se tenir tour à tour dans le dialogue et en dehors. Il est présent pour permettre au héros de se libérer par le verbe. Il accueille une parole qu'il doit faire progresser. Selon Arnaud Rickner, il dynamise le silence qui dans les monologues renvoie le personnage à lui-même. 94. Les théoriciens se sont accordés pour critiquer la position de ce personnage. Toutefois, Arnaud Rickner souligne le caractère équivoque du personnage, utilisé pour pallier les défauts d'une forme qu'il exclut par définition, bien que Jacques Scherrer ait pu parler de monologue devant le confident. 95. Le discours tend vers le monologue ou le dialogue, selon le degré d'intervention du confident, muet ou bavard. À l'intérieur même du monologue, certaines structures dynamisent la forme. Dans le dilemme, la structure traduit le mouvement intérieur du drame et montre les tensions qui résultent de l'intériorisation des conflits extérieurs. L'apostrophe, selon Pierre Larthomas, permet de réintroduire l'opposition entre les deux premières personnes, opposition qui est le caractère fondamental du dialogue. 96. Il note aussi l'emploi de l'impératif à la première personne du singulier, et commente. L'emploi de ces formes pallie l'absence de première personne du singulier, mais encore, nous semble-t-il, exprime plutôt le désir inconscient chez le personnage d'échapper à la solitude, au moment de prendre une décision importante et d'associer autrui, en donnant à ces mots une valeur plus ou moins précise à ses projets. 97. Le monologue classique met rarement en scène des problèmes existentiels, mais plutôt des contradictions de la situation et s'inscrit dans l'action. Il représente, dans un discours assumé par un seul personnage, l'opposition entre des enjeux et des possibilités de choix d'attitudes et d'actions extérieures, une tension au sein du monde et des rapports humains. Mais cette tension passe par le filtre de la parole qui ordonne. Les options sont présentées comme dans une situation de dialogue, dans une joute oratoire. La subjectivité s'exprime et s'intègre dans un monde intersubjectif. Les opinions sont présentées comme dans un débat entre deux personnages ou deux orateurs. Les procédés stylistiques, adresse injonctive, répétition, hyperbole, parataxe, effets sonores et rythmiques, donnent l'apparence du trouble, mais celui-ci reste organisé. 98. Le personnage, au plus fort de la tension, a la capacité de s'analyser pour trouver une solution. Le caractère artificiel du procédé réside dans la maîtrise apparente du personnage qui peut exprimer sa passion dans la forme très rigoureuse des stances, par exemple. Qualifié d'invraisemblable, trop long, trop fréquent, le monologue est admis seulement chez un personnage troublé par sa passion et pris dans une action violente. Il doit cacher sa spécificité et se fondre dans l'ensemble en fonction des exigences de l'action, de la vraisemblance et de l'intersubjectivité. Si le caractère conventionnel du monologue est reconnu, alors la représentation sera infectée, la catharsis ne sera plus possible. Il faut donc l'utiliser avec prudence, même s'il est source de plaisir. Les critiques de l'époque considèrent que sa nature lui interdit d'être un élément constitutif de l'avancée de l'action. Il est condamné à des fonctions lyriques. Christophe Triot relève les premiers signes d'une dramaturgie subjective dans les comédies de Pierre Corneille. 99. Le monologue final peut avoir un effet rétrospectif sur la perception de l'action de la pièce par le spectateur. Les enjeux, les situations des personnages sont réajustés avec l'expression de la vision personnelle et rétrospective. Il prend l'exemple de la place royale, 1633-34, où un point de vue subjectif, différent d'un point de vue épique, est porté par un personnage impliqué dans l'action qui le distingue et le place comme dominant. Grâce au personnage d'Alidor, le commentaire de l'action échappe à l'intersubjectivité, en isolant et en mettant en évidence l'un des sujets. Avec Denis Diderot, le point de vue intérieur devient plus net. Le personnage de Dorval, dans Le Fils naturel, 1757, est partie prenante et ordonnateur de la pièce, auteur et personnage de l'histoire. Il établit le lien en commentant ce qui précède et fait un bilan à la première personne de ce qui vient de se passer. La pièce est présentée en préface comme la transcription d'un témoignage authentique.
Son point de vue dominant filtre la pièce et se trouve proche d'un point de vue intérieur sans. Ici, le monologue donne l'apparence de la confusion jusqu'au point de résolution du conflit intérieur, la raison reprenant encore ses droits. Dans les Entretiens sur le Fils naturel, 1757, Denis Diderot affirme: la violence du sentiment coupant la respiration et portant le trouble dans l'esprit, les syllabes des mots se séparent, l'homme passe d'une idée à une autre. Il commence une multitude de discours. Il n'en finit aucun, et à l'exception de quelques sentiments qu'il rend dans le premier accès et auxquels il revient sans cesse, le reste n'est qu'une suite de bruits faibles et confus, de sons expirants, d'accents étouffés que l'acteur connaît mieux que le poète. La voix, le ton, le geste, l'action, voilà ce qui appartient à l'acteur, et c'est ce qui nous frappe, surtout dans le spectacle des grandes passions. C'est l'acteur qui donne au discours tout ce qu'il a d'énergie. C'est lui qui porte aux oreilles la force et la vérité de l'accent 101. Le monologue classique émane pour sa part d'un personnage pris dans l'action et sans profondeur psychologique. Il exprime des pensées maîtrisées et ordonnées sans deux. Il révèle un lyrisme poétique, c'est-à-dire exaltant la beauté de la plainte, le sublime de la douleur. À l'époque classique, le monologue s'intègre dans l'espace intersubjectif du drame absolu avec des fonctions précises et fait partie d'une dynamique interne dans laquelle il marque une pause. Long et trop fréquent, il gêne le rythme de l'action tout en assurant sa continuité. À l'intérieur du monologue, des procédés dynamisent la forme en intégrant une dimension dialogique. La dimension lyrique exacerbée amène à des formes très élaborées comme les stances qui font du monologue une forme poétique, en dégageant sa dimension rythmique. Cette dimension lyrique du monologue est encore présente dans la pièce monologuée contemporaine. Elle est souvent un gémissement, une plainte et peut permettre de trouver une solution en exprimant des pensées. Toutefois, la rigoureuse rhétorique classique a fait place à une confusion que nous allons aborder plus loin, à travers la romanisation du drame. Mais auparavant, il nous semble important d'effectuer un petit détour par l'aparté, afin de souligner une autre forme de révélation de l'intériorité du personnage. Un glissement vers l'intériorité à travers l'aparté. Étymologiquement, l'aparté vient de l'italien apart, à part, à l'écart. Souvent, l'aparté est considéré comme une forme de monologue. Très court, il dévoile les pensées du personnage qui s'exprime. Celui-ci semble s'adresser à lui-même, alors que l'information qu'il donne est destinée directement au public. Elle lui parvient ainsi, sans que le personnage s'adresse directement à lui. Pendant ce temps, l'autre personnage présent sur scène semble ne pas l'entendre. Cette rupture dans l'enchaînement du dialogue, cette suspension, fait comprendre au public qu'il sait quelque chose que d'autres personnages en scène n'entendent pas. L'adresse crée une forme de connivence entre le personnage et la salle. Peter Zondy remarque que l'aparté a un effet comique et aiguise la pointe des malentendus et des méprises sans trois. La distinction de l'aparté et du monologue, au sein d'une dramaturgie intersubjective, peut se comprendre en essayant de voir comment ils s'intègrent dans l'échange. Les points de vue sont cependant divergents. Selon Arnaud Rickner, le monologue s'inscrit dans l'enchaînement du dialogue, contrairement à l'aparté qui en suspend la mécanique 104. Quand le personnage s'adresse au public, l'autre n'entend plus, la pièce pour lui s'arrête, il y a un trou dans l'enchaînement du dialogue, un moment de silence à combler. Au contraire, Patrice Pavy montre que l'aparté se distingue du monologue par sa brièveté, son intégration au reste du dialogue, 105. Pour Pierre Larthomas, une fois mis de côté les faux apartés qui sont en réalité des adresses au public, et l'emploi est rare, on s'aperçoit que l'aparté est en principe un cri de l'âme, la pensée verbalisée, extériorisée et en même temps surprise par le spectateur, 106. Ces diverses positions mettent en lumière le rapport ambigu entretenu entre l'aparté et le reste du dialogue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.